Total, Auchan, des intérêts français ont été pris pour cible ces derniers jours au Sénégal. Comme une dizaine d'autres, ce supermarché de Dakar a été complètement pillé. Ce qui s'est passé en ce moment-là, c'est alarmant, quoi. Parce que c'est nous les Sénégalais qui travaillent ici. Ce n'est pas les Français. D'accord, les Français sont là, ils sont venus, ils sont investis, mais ce qui se passe ici, c'est une catastrophe. Ces violences contre des enseignes françaises se sont produites lors d'émeutes qui ont éclaté mercredi dernier après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Ce candidat anti-système fustige une économie sénégalaise dominée par des intérêts étrangers et prône le patriotisme économique. Au Sénégal, depuis quelques années, on nous parle de taux de croissance qui dépasse 6%, mais la pauvreté n'a pas pour autant reculé. Là, il n'y a pas de création d'emplois parce qu'effectivement, cette croissance est extravertie et sort du pays. Ce discours contre une sorte de recolonisation économique fait écho à des manifestations anti-françaises ailleurs en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, depuis 2004. Au Mali, c'est la présence de la force anti-djihadiste Barkhane au Sahel qui cristallise les passions. Les militaires français doivent dégager de cette terre. Ce rejet de l'ancienne puissance coloniale, la Russie et la Chine comptent bien en tirer profit. Leur influence politique et économique grandit en Afrique. Alors la France risque-t-elle d'être évincée du continent? Exerce-t-elle une tutelle sur ses anciennes colonies? 61 ans après les indépendances, la France est-elle encore responsable des problèmes de l'Afrique? On va voir ce qu'en pensent nos trois invités. Jean-Claude Félix Chikaya, bonsoir. Vous êtes chercheur, spécialiste de l'Afrique à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Et vous considérez que la France a tellement fait et défait de gouvernements en Afrique que l'on voit parfois la main de Paris, même là où elle n'est pas. À côté de vous, Jean-Christophe Rufin, bonsoir. Vous êtes écrivain et je précise que vous étiez ambassadeur de France au Sénégal de 2007 à 2010. C'est bien ? Exactement. C'est bien ça. Jean-Christophe Rufin, selon vous, quand la France s'éloigne de l'Afrique, on lui reproche de l'abandonner. Et quand elle y est trop présente, on fustige des relents de colonialisme. La réalité est bien plus ambiguë et complexe. Et à côté de vous, Maria Malagardis, bonsoir. Vous êtes grand reporter au quotidien Libération, spécialiste de l'Afrique. Et selon vous, il n'est pas forcément blâmable pour un pays comme la France de pousser ses entreprises en Afrique subsaharienne ou ailleurs. Mais on bute assez vite sur la question complexe de la corruption. Et nous démarrons ce débat avec une des questions de nos internautes, Nadia. Oui, c'est une question de téléspectatrice que je vous lis à tous les trois. Aujourd'hui, la politique de la France en Afrique est-elle essentiellement dictée par la question migratoire, Jean-Christophe Rufin? Est-ce que la France a effectivement cette idée-là en tête de vouloir dissuader la jeunesse africaine, une partie de la jeunesse africaine, de rejoindre le continent européen et en particulier donc la France? C'est certainement un des points clés parce que malheureusement, je dirais, le poids économique de l'Afrique aujourd'hui, dans le paysage d'un pays comme la France, n'est plus prédominant. C'est quelque chose de peut-être on peut le regretter, peut-être on peut s'en féliciter, mais enfin nos échanges sont quand même. Alors il y a évidemment la question du pétrole qui est à mettre à part, mais enfin sur le reste, non. Mais en revanche, la question migratoire est centrale. Elle l'est aussi pour l'Espagne, par exemple, qui est le premier pays d'ailleurs à avoir mis en place des politiques extrêmement sophistiquées de maintien de fermeture des frontières? Alors, fermeture des frontières, mais c'était plus intelligent que ça. Ils ont utilisé Frontex, c'est l'agence européenne, pour en dissuader. C'est au moment de la crise des pirogues. Vous savez, quand les pirogues partaient aux Canaries, ça existe toujours, mais c'est certainement un des points clés, oui, bien sûr. Le chiffre du jour, Claude. Nous vient du passé, 14 comme le nombre de pays d'Afrique subsaharienne qui ont été autrefois des colonies françaises. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal, entendu des cris de France dégage qui venaient du Mali. Maria Malagardis, est-ce que c'est cela, ce qu'on pense de nous dans nos anciennes colonies, France dégage? Alors, peut-être il y a des nuances selon les pays et selon l'importance de la présence française encore aujourd'hui. C'est certainement très vrai dans certains pays du Sahel, notamment au Mali, où la France est impliquée militairement avec la force Barkhane. Donc là, oui, il y a une relation assez complexe et peut-être un certain rejet qui est dû à la fois
à un héritage assez complexe et aussi au fait que cette opération militaire ne semble pas donner les résultats escomptés. Et qu'elle s'éternise surtout. Et qu'elle s'éternise et que le danger s'accroît. Donc, effectivement, pour les gens sur place, c'est à la fois, la porte ouverte à tous les fantasmes, mais aussi à des questions qui sont réelles et lucides. Et puis, il y a des pays où on est quand même encore aujourd'hui perçu parfois assez à raison comme le soutien primordial de régimes illégitimes. Donc si on parle du Gabon par exemple, c'est un pays où la France avait installé le père, Omar Bongo, le fils est toujours là. Il y a une coopération, des accords de développement, de l'argent qui est versé, qui continue à être versé au Gabon, et pourtant tout le monde sait que c'est une mascarade de pouvoir, que c'est quelqu'un qui s'est maintenu avec des élections truquées, et donc oui, il y a des raisons parfois tout à fait légitimes. Est-ce que c'est compréhensible ce qui se passe au Sénégal, pays a priori francophile, où il y a un fort ressentiment anti-français, on l'a vu lors des émeutes ces derniers jours Jean-Claude Félix Tchikaya. Je pense qu'il faut se saisir de deux complexités. La complexité historique, avant même la décolonisation, qui est le fruit. D'ailleurs, je fais une ode à tous ceux qui, en Afrique et ailleurs, étaient donc sous le joug colonial, ont participé à la décolonisation. Il y avait déjà des accords avec la puissance coloniale, qui est devenue une ex-puissance coloniale, et à partir des débuts des années 60, le funeste Foccart qui a... Jacques Foccart. Qui était en charge de la politique africaine, qui était en charge du général de Gaulle. Voilà, qui était en charge d'étouffer tous les mouvements progressistes et démocratiques, même dans le sang, au péril d'une vie. Donc cela est resté, pas seulement dans l'inconscient historique, il y a des preuves tangibles, et il reste malheureusement encore au pouvoir des personnes qui étaient là au début des années 60. M. Biya, qui est président depuis 37 ans au Cameroun, était déjà en 1962. Il était en 1962 ministre. Mais pour le Sénégal, il faut quand même voir aussi l'histoire. Même si M. Senghor est un extraordinaire écrivain que j'ai bien connu aussi sur le plan personnel. Premier président du Sénégal et condisciple du futur président du Pompidou. Certes, mais il a imposé, à l'instar de Houphouët-Boigny, aussi le parti unique. Donc les oppositions n'ont pas toujours été permises dans la vie politique. Pardonnez-moi. Quand on je demande pardon. Oui, quand un homme politique menacé par le pouvoir, donc M. Sonko, et ses partisans s'en prennent à la France, et quand on brûle des supermarchés de marque française, est-ce que c'est au nom de l'histoire ou au nom d'une réalité quotidienne aujourd'hui? J'insiste, c'est pas la France, le français lambda qui est mis en cause. C'est bien une politique à l'égard de l'Afrique. Quand, sur le perron de l'Élysée, des Africains voient des congratulations, des étreintes, avec des personnes qui conjuguent et additionnent des mandats, qui ont des bilans effroyables, avec des tonnes de morts, mais des milliers de morts, plus qu'un blocage et des inégalités extraordinaires, où ils vont dire, d'une main, on a un pays extrait de manière extraordinairement riche, et d'une autre, ils font la queue dans un sommet où, malheureusement, il n'y a pas toujours des décisions qui sont le sommet en termes de traduction dans le quotidien des Africains. Donc, ça humilie et ça choque. Et ça ne choque pas que des Africains, ça choque aussi le français lambda. Comment se fait-il qu'on dise que la France-Afrique c'est terminé et on étreint des dictateurs et des personnes qui additionnent, qui changent des constitutions et qui additionnent des mandats? Votre sentiment, Jean-Claude Ruffin? La France-Afrique c'est terminé? Alors, non, c'est pas terminé, mais ça a changé de polarité. De nature. Un petit peu. C'est-à-dire qu'à l'époque de Foccart, dont on a parlé tout à l'heure, on pourrait dire qu'elle partait de France et elle allait vers l'Afrique. C'est-à-dire que la France a maintenu, après la décolonisation, une sorte de pilotage par le haut, si je puis dire, un peu comme des marionnettes, avec certains dirigeants africains, pour ne pas dire tous, en tout cas d'anciennes colonies françaises. Aujourd'hui, on a coupé un certain nombre de ces fils, ça c'est indiscutable, mais il y a une demande qui vient parfois de ces chefs d'État africains qui veulent se maintenir au pouvoir justement en essayant de garder un lien avec la France et qui se font légitimer comme ça. Parce que pour avoir une photo comme celle qui passait derrière vous tout à l'heure avec le président Macky Sall, le président Macron, je ne dis pas que c'est le cas là, mais
certains sont prêts à payer très cher des intermédiaires, parce que ce n'est pas le premier souci du président Macron de recevoir, ni ce président-là, ni un autre. Mais quand il se sent menacé, eh bien évidemment, il a envie de se faire relégitimer par la France. Alors, de deux choses l'une, ou vous résistez à ça, ce que j'ai essayé de faire modestement quand j'étais en poste dans ce pays, ce que j'ai payé d'une certaine manière de mon poste d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en disant, il ne faut pas, notre rôle n'est pas justement... Il y avait des élections qui se profilaient. Notre rôle n'est pas de fausser ce jeu. Mais si vous ne faites pas ça et si vous prenez parti, ce qui est le cas d'une certaine façon, c'est ce que disait M. Félix Tsikaria, c'est que si vous prenez parti, là, évidemment, l'opposant, lui, va instrumentaliser le sentiment anti-français en disant les Français soutiennent le pouvoir, donc nous, on va... Et c'est ce qui est le cas avec l'opposant. C'est ce qui est arrivé. Ouais. Voilà. Juste un mot pour dire, vous avez commencé en disant le Sénégal, pays francophile. Méfions-nous de ça. C'est un pays, beaucoup de Français font l'erreur quand ils arrivent au Sénégal, et dans beaucoup d'anciennes colonies d'ailleurs, se dire ils parlent français, francophone, donc francophile. Etc., francophone, francophile, on est chez nous. Vous voyez, il y a un héritage commun, notamment la langue. En partie, parce qu'au Sénégal, il y a d'autres langues que le français. Le français est une des langues officielles, mais pas la seule, bien sûr. Et le Wolof est celui qui est parlé quand même un peu partout dans la rue. Mais cette francophilie, il faut en démontrer, il faut la gagner, si je puis dire. Elle ne va pas de soi, parce que ce sont des anciennes colonies, ils nous aiment bien. C'est plus compliqué que ça. Évoquons avec vous, Nadia, le franc CFA, histoire du franc CFA. Oui, ça c'est un symbole évidemment très très lourd. Il est considéré souvent comme le cordon ombilical entre la France et ses anciennes colonies. Le franc CFA a été très très largement critiqué par des économistes et des chefs d'État africains ces dernières années. Alors pour rappel, le franc CFA il a été créé en décembre 1945 par la France du général de Gaulle, 15 ans donc avant les indépendances. Il est encore d'ailleurs aujourd'hui fabriqué, imprimé en France à Chamalières dans le Puy-de-Dôme. J'ajoute que sa valeur est arrimée à celle de l'euro. C'est donc une monnaie commune à 14 pays africains. Ils sont répartis sur 2 zones, 6 en Afrique centrale et 8 en Afrique de l'Ouest. Donc 2 unions monétaires qui sont bien distinctes. Et la réforme qui a été annoncée concerne donc cette dernière zone qu'on voit ici sur la carte. C'était le 21 décembre 2019 à Abidjan. Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara avaient créé la surprise en déclarant très très solennellement la fin du franc CFA et son remplacement par l'éco. Le président français avait concédé que le franc CFA était, je cite, perçu comme un vestige de la France-Afrique, notamment par la jeunesse. Depuis cette réforme, elle patine. L'accord a été ratifié il y a quelques mois à peine, c'était à la fin du mois de décembre. Mariama Lagardis, est-ce que ça va changer quelque chose au fond d'adopter cette réforme? Est-ce qu'en changeant un symbole, on change également un système, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça en fonction des pays notamment? Waouh, vous me posez une question vraiment d'économiste. Je dirais que ce qui est sûr, c'est que d'abord, on va voir si cette réforme elle a lieu. Pour l'instant, on en est... Ça met du temps à Oui, coucher, ça met du temps, c'est tout le temps reporté. Ce qui est sûr, c'est que le CFA est peut-être un symbole beaucoup plus évident et beaucoup plus marqué de la France-Afrique que ne le sont les magasins Auchan, qui ont peut-être été attaqués simplement parce qu'ils étaient les temples de la consommation et les symboles d'une mondialisation dont la jeunesse sénégalaise est frustrée, plus que comme des magasins représentant la France. Donc il y a une demande d'un certain nombre d'intellectuels, notamment, sur une réforme qui permettrait de briser ce lien-là. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que ça pourrait permettre de gérer sur la réserve avec le Trésor, etc. Oui, et puis de gérer. De toute façon, gérer sa propre monnaie a toujours été un signe d'indépendance. De souveraineté. De souveraineté. Donc oui, c'est certainement légitime. Encore une fois, on verra si elle a lieu. Mais même les annonces de rupture, là où c'est très pervers, sont aussi dans des symboles à prendre qui peuvent être aussi assez étranges. C'est d'ailleurs le fait que Emmanuel Macron l'ait annoncé avec Alassane Ouattara. Qui est économiste, d'ailleurs, qui est économiste. Oui, mais il n'y avait pas de raison de l'annoncer spécifiquement avec lui. Ça a été perçu à un moment où il était très contesté comme aussi une forme de soutien. Donc on nage dans une succession de symboles qui font nous éloignent peut-être de l'essentiel. Claude. Jean-Claude Félix Tsikaria, il y a quelques jours, un grand patron français, Vincent Bolloré, a reconnu devant une magistrate que oui, il avait aidé le président togolais Gnassingbé à se faire élire en échange d'une concession durable sur le port de la capitale togolaise. Est-ce que c'est pas plutôt cela, la France-Afrique aujourd'hui, un chef d'État, un grand patron, plutôt que des liens d'État à État? Bien sûr, mais il y a les deux, il y a une imbrication. C'est vrai il y a bien sûr parfois
le racisme n'est l'apanage de personne. Il y a malheureusement des personnes en Afrique qui dérivent peut-être avec l'exaspération sur un racisme à l'égard de la France, mais il n'y a pas de chasse aux Français encore sur le continent africain. Monsieur Bolloré, qu'est-ce qu'il dit ? Et d'autres grands patrons français peuvent le dire aussi. Ils ont financé, malheureusement, des campagnes électorales qui ont volé et confisqué la voie démocratique. Et les Africains le savent. Donc, mais si j'ose dire, l'État français ou les citoyens français n'y sont pour rien, c'est plutôt un problème d'élite politique, en l'occurrence togolaise, qui sont, on va dire, perméables à des intérêts privés. Sauf ce qui est perçu, c'est que quand M. Macky Sall ou d'autres viennent, le président sénégalais, ou d'autres viennent avant un troisième mandat ou autre, sur le perron de l'Élysée, comme un adoubement, et même certaines oppositions, c'est vu en direct sur les smartphones, sur tous les canaux de communication, comme un adoubement, comme un soutien de la France. Et c'est la France politique. Donc c'est bien les prismes et les paradigmes de la France politique, toutes confondues, c'est-à-dire la classe politique de droite et de gauche, qui doit changer à l'égard des Africains et à l'égard des gouvernants qui ne sont pas légitimes pour beaucoup, parce que malheureusement, ils traînent, c'est un peu des présidents qu'on pourrait dire Tefal, qui traînent des casseroles, qui font du bruit de manière extraordinaire, et qui, malheureusement, battent en brèche des destins et des vies. Et il faut bien se dire, par exemple pour le Sénégal, 55% des Sénégalais ont moins de 20 ans. Et protestent pour beaucoup. Alors justement, on reste à propos de ces présidents Tefal, comme vous dites. Thibault Nolte va s'intéresser à travers le rayon X à Macky Sall, président du Sénégal, qui brigue, alors que c'est anticonstitutionnel, un troisième mandat. Voici le rayon X. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Macky Sall, j'ai vos radios sous les yeux, c'est cornélien. Vous êtes président du Sénégal, élu en 2012, réélu en 2019, mais aux prises avec une grondante révolte populaire aux accents anticolonialistes qui ciblent notamment les intérêts français. Vos accointances avec Paris ne sont pas secrètes. Étudiant, vous avez fréquenté l'Institut français du pétrole. Aujourd'hui, vous signez des contrats tricolores à tire-larigot, réseau, train, autoroute, supermarché. Et on vous taxe de préfet de Macron. C'est une coopération dynamique, fructueuse, positive, décomplexée, bâtie sur des relations anciennes, mais qui regardent vers l'avenir. Un avenir radieux. Vous êtes d'ailleurs le premier président africain en exercice à avoir été invité d'honneur du MEDEF. Vous, le gars de la campagne, fils d'un manœuvre et d'une marchande de cacahuètes, qui avait fricoté avec les maoïstes, milité au PS, admiré Mao, désormais à tuer à toi avec l'hyper-patron Geoffroy Roux de Bézieux. Fantastique. Il m'a offert un vieux pins 1 million d'emplois. Il m'a dit « Macky, ça porte bonheur ». Vous étiez introverti, quasi taiseux. Macky, c'est sujet-verbe-complément, rarement sujet-verbe-compliment, se moquait-on. Mais sous cette aura de plancton mort se cachait un garçon déterminé, patient, futur Premier ministre, fidèle d'Abdoulaye Wade, votre prédécesseur. Il vous lâchera, vous le corrigerez dans les urnes, il vous insultera copieusement. Mais vous êtes maintenant un poids lourd, avec 4x4, grosse villa et ambition pour un troisième mandat. Bien sûr, qui d'autre pourrait être invité d'honneur du MEDEF ? Mais un député anti-système, patriote, militant contre l'implantation française au Sénégal et rival pour la présidentielle de 2024, vous soupçonne de vouloir l'embastiller à l'irrégulière. Le président n'y est pour rien ? C'est clair. Je crois que j'ai suffisamment de choses à faire que de comploter pour des choses aussi basses. Mon cher Macky, parmi les choses à faire, il y a choisir son animal préféré. Coq ou lion. Merci Thibault Nolte. Dernière question, Claude. Pour vous, Jean-Christophe Rufin, le diplomate, au-delà du rejet de la France d'une partie de l'opinion, il y a une menace de concurrents très précis, la Turquie, la Russie, la Chine. Est-ce qu'à terme, la présence française en Afrique est encore viable face à de tels concurrents ? Ce n'est pas une menace, il ne faut pas le voir comme tel. Moi, je expliquais toujours aux entreprises françaises qu'on n'était pas en terrain conquis et que si on voulait garder la première place, on le pouvait à condition d'être les meilleurs. C'est-à-dire qu'on a eu longtemps l'habitude d'être les seuls. Bon, maintenant, il y en a d'autres. Et ces autres... Quand la Russie protège le président centrafricain,
Ça fait une Russe-Afrique qui ressemble à ce que nous faisions autrefois. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, quand vous parliez de Vincent Bolloré et du port, mais Dubaï aussi a acheté des ports. C'est-à-dire qu'on est dans un monde concurrentiel et au fond, il faut voir l'attitude de ces industriels, de ces grands patrons, comme l'effet de cette concurrence. C'est-à-dire que l'Afrique n'est plus, elle n'a jamais d'ailleurs été hors de l'histoire, pardon pour les références, mais elle est au cœur de la mondialisation et tout le monde aujourd'hui investit en Afrique. Alors, si on veut continuer à être là, et on peut tout à fait, il faut faire un effort. Mais est-ce que la démocratie et les droits humains ne sont pas les dommages collatéraux quand il y a autant de compétition et puis de pots de vin parce on est habitué, on a été habitué à ce que les marchés s'ouvrent lorsque nous avions le contrôle politique de ces pays. Finalement, on tenait le pouvoir politique et donc on avait les marchés. Aujourd'hui, il faut s'habituer à être dans un monde concurrentiel, c'est-à-dire où le pouvoir politique n'est pas forcément lié à la France de quelque manière que ce soit et où on essaie de jouer notre carte face à d'autres investisseurs étrangers. Une conclusion, Jean-Claude Félix Tukaia ? Une conclusion, la France a une chance extraordinaire, à contrario, c'est de changer de politique à l'égard des Africains, parce que bien sûr, la Chine et d'autres concurrents, on rebat les cartes sur le plan géopolitique, qui eux n'ont pas de scrupules sur la violation des droits humains. Donc s'il y a un bouleversement d'attitude à l'égard des Africains, donc des présidents qui additionnent les mandats, et je pense que ce sera une action qui sera reçue avec grande gratitude, mais pas une gratitude au sens la main tendue, mais une vision politique. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.